20 degrés sous la pluie. Écrit et narré par Bertin Robusquet. Première partie. La nuit approchait, ou peut-être que je m'approchais d'elle, n'importe. Chose certaine, elle allait être longue, très longue. Je n'aurais jamais cru que la nuit pouvait durer aussi longtemps. L'enchevêtrement parfait des lois qui régissent les contraires et les paradoxes semble former la fibre même de ce qu'on nomme l'existence. Et ce soir-là, ce mystérieux treillis existentiel allait changer le cours de ma vie pour le meilleur et pour le pire. Après tout, je n'y pouvais rien. C'était malgré moi qu'il m'avait fait naître et malgré moi qui allait me faire mourir. J'étais lieutenant du 5e régiment d'artillerie légère du Canada, de retour à Montréal, ma ville natale. Véronique, ma femme, complétait ses études pour devenir esthéticienne, mais son rêve était de rester au foyer pour y former le pays. Moi, je voulais qu'elle prît d'assaut le marché du travail quelques années, mais elle songeait à la possibilité d'ouvrir un salon de beauté chez nous, lui permettant, selon ce qu'elle en disait, d'avoir une meilleure maîtrise de son horaire et d'être plus près des enfants. L'idée m'inquiétait. Un salon de beauté fréquenté par de nombreuses belles jeunes femmes annexées à ma résidence privée, disons que je me faisais peu confiance. De plus, nous étions sans enfants et encore indécis. Pour ne pas entailler une plaie dans la sensibilité concernant un sujet encore frais et flottant, j'avais dit à Véronique, et j'étais sincère, que j'y penserais de mon côté. Sauf que j'étais loin d'en être même au début d'une sérieuse conversation avec moi-même là-dessus. Notre dernier différend au sujet de ma carrière et de mes longues périodes d'absence m'avait laissé furieux, et j'avais besoin de respirer. J'avais pris mes distances, un froid s'était installé entre nous. Pour la première fois de ma vie, l'idée du divorce m'effleurait l'esprit, mais je l'avais chassé aussitôt car le cœur me levait. Véronique m'avait coûté trop cher. Trop de larmes et d'efforts. Elle m'avait enchanté dès l'adolescence et j'avais protégé notre amour précieusement depuis. À quoi bon faire carrière dans la sauvegarde de mon pays si je ne peux sauver mon mariage? La question me semblait aussi cruelle que la réalité, bien que les deux réalités me paraissent incompatibles. Je venais de sortir de table et marchais paisiblement dans la vieille ville quand, soudainement, une altercation est survenue entre 7 individus à l'angle des rues Saint-Pierre et de la Commune. Ils se tenaient sous les arbres, près de la voie ferrée qui croise la promenade du Vieux-Port. C'était difficile d'identifier leur visage. D'emblée, en m'approchant vite de la scène, je me suis senti obligé d'intervenir. L'un d'eux tentait de rassurer les autres qui étaient de plus en plus hostiles à son égard. Plus il se voulait convaincant, plus il attisait leur colère et il l'avait bientôt entouré. De fait, la querelle a dégénéré en rixe. L'homme harcelé, qui portait des verres fumés, s'est fait rosser. Dans le tollé, j'ai entendu l'un d'eux lui crier « Tu nous as pris pour des cons, sale porc! Tu pensais qu'on n'allait pas découvrir ta ruse? Connard de fils de pute, t'habites sans le port clandestin depuis des semaines. Va dire à tes flics d'embaucher un agent secret et non une garce. » Malgré ma tentative de calmer les passions, j'ai dû m'engager avec force dans le conflit. La lumière était insuffisante pour qu'une empreinte détaillée des visages fût faite dans ma mémoire. De plus, quelques-uns portaient un foulard qui cachait une partie de leur face. Le vieux Montréal était calme comme un cadavre. Il n'y brillait ni étoile, ni lune. C'était comme si le temps s'était arrêté, comme si le monde s'était vidé de ses habitants, et comme si seuls ces loupards étaient ce qu'il restait du mal dans l'univers. Je passerai le restant de ma vie à me demander pourquoi j'étais là, et pourquoi j'ai dû avoir un sens aussi élevé du devoir. Ma formation militaire m'avait bien préparé au combat. Sans me vanter, je faisais l'envie de main soldat. Après que j'en ai eu abattu 3, les autres, pris de panique et m'ayant identifié comme la menace, se sont éloignés de leur première cible pour se ruer sur moi. Ma musculature imposante et ma prouesse naturelle m'avaient longtemps servi pour intimider, mais aux yeux de ces coyotes nocturnes, endurcis ou motivés par je ne savais quel passé ou quel intérêt, je n'étais ni intimidant, ni imbattable. Du coin de l'œil, j'ai cru voir l'homme au verre fumé s'enfuir à toutes jambes,
me laissant ainsi aux prises avec 6 affamés de violence, dont 3 étaient toujours contre moi. Leurs coups et leurs paroles contenaient autant de haine qu'en pouvait avoir une armée de mécréants. J'aurais dit des démons siégeant au fond des chars d'assaut charnels, se mouvant et blasphémant pour ne rien dire ni accomplir de bon. J'étais seul contre 6 bêtes féroces qui voulaient ma peau. Nous étions 7 inconnus à lutter les uns contre les autres dans le lourd silence d'une soirée de juin. Ils me frappaient parce que j'avais sauvé leur proie, et je les frappais parce que je ne devais pas devenir la leur. Mon hardiesse et ma veine de bon samaritain allaient me trahir, comme Judas. Mais en peu de temps, ils sont venus à bout de mes forces et je suis tombé de fatigue, le nez ensanglanté, les côtes brisées, le tronc couvert d'échymoses et la nuque en feu. Les coups ont continué. Je ne sentais plus mes jambes. Ma tête avait reçu plusieurs coups et lésions. Peu à peu, ma vision s'embrouillait. Étonnamment, les sirènes de police semblaient répondre à mon cri. Quelqu'un, quelque part, l'avait signalé. L'homme au verre fumé s'était-il enfui dans ce but ? Peut-être un résident alerte et témoin caché de la scène. Je ne pouvais que l'espérer. L'ironie du sort, peut-être. L'armée avait sauvé la police, mais la police allait-elle sauver l'armée ? Avec une vision floue, j'ai vu les silhouettes de mes assaillants se remuer et s'agiter devant moi. Ensuite, un bâton se faire brandir en tranchant l'air, puis plus rien. Échec et batte. Je me suis réveillé devant une horloge noire aux chiffres blancs qui marquait 3 heures. Était-ce 15 ou 3 heures ? Impossible pour moi de le savoir. Étrangement, la lumière des néons de l'hôpital n'aveuglait pas mes yeux qui s'étaient pourtant habitués à la noirceur. Autour de moi, une équipe médicale diligente comme l'avaient été certains de mes assaillants, à savoir diligents, cautérisaient mes plaies nombreuses. Des mains blanches gantées tachées de mon sang contrastaient avec les masques blancs moulés sous des yeux amandes éveillés, lucides et bienveillants. Mon regard s'est arrêté sur mon talon droit, qui avait été en profondeur écharpé. Je ne me souvenais pas d'y avoir été blessé. Lequel de mes assaillants savait que c'était mon point vulnérable ? Était-ce un simple hasard ? Il me semblait que oui, car aucun poison n'avait pénétré le flux sanguin. Plus surprenant était ma position. J'étais à la fois couché sur une table d'opération et debout à côté de moi-même. Mon cœur avait cessé de battre et l'on tentait de me réanimer. À vrai dire, j'étais sous le choc. J'étais entouré de religieuses blanches et asiatiques. Le chirurgien en chef était noir. L'équipe de nuit était radieuse, leur patience et leur énergie exemplaires. Il y avait quelques minutes à peine que des étrangers tentaient de me tuer, maintenant d'autres tentaient de me sauver. Il m'a fallu je ne sais combien de temps avant de m'en apercevoir, parce que le temps me semblait inexistant, ou peut-être, comme mon cœur, le temps s'était arrêté. J'étais debout, parfaitement éveillé, comme une autre matière dans la matière. Je voyais tout, j'entendais tout, et sans savoir pourquoi, j'ai marché à travers la table d'opération pour me retrouver aussitôt à l'extérieur de la salle. J'ai traversé le mur. J'étais mort. Je l'avais compris, mais je ne l'acceptais pas. Tout était limpide. Les murs, les infirmières, le chirurgien, les néons, mes sens, ma mémoire, tout m'a paru plus réel, plus vivant. C'est difficile à décrire. Je me suis promené dans le couloir jusqu'à la salle d'attente et c'est là où ma longue nuit a commencé. Véronique était assise aux côtés de l'homme que j'avais sauvé de mon sort. Pendant sa fuite, il avait appelé des renforts et les ambulanciers. Nous étions quittes, ou presque. Je veux dire par cela que l'armée avait sauvé la police et la police l'armée. Je subissais le châtiment de l'homme que j'avais sauvé. Ma stupéfaction a provoqué en moi un torrent d'émotions que j'ai très mal étouffé. Ce n'était nul autre que l'agent Hector Merrill, un mort vivant qui rôdait dans la morgue de ma mémoire depuis l'adolescence, le seul homme au monde que je ne voulais ni revoir ni ravoir dans les parages de ma quiétude. Sans me prendre pour le Christ, disons que, par faible comparaison, ma mort venait de libérer Barabbas. À sa vue, je me suis demandé si je n'allais pas mourir 2 fois la même nuit. Si l'on remonte le temps un peu, au sortir du lycée, Hector Merrill était le copain de Véronique.
Elle avait pour lui une admiration certaine, un intérêt amoureux, mais rien qui pouvait l'embraser ni les mener vers une relation plus engagée. C'était ce dont je voulais me convaincre à l'époque parce que j'avais mes yeux sur elle, et la douleur que j'ai vécue de ne pas la faire mienne avait été vive. J'en aurais longtemps souffert si je ne l'avais pas conquise. À ce que j'en pouvais conclure, les sentiments que ma femme avait eus pour lui étaient toujours ambigus. Elle cultivait un amour sincère pour moi, mais Hector eût été son deuxième choix s'il m'était arrivé quelque infortune. Le serpent du passé venait-il d'écharper mon talon ? À ce moment-là, en voyant Hector glisser son bras autour de ma Véronique, dans le but de la consoler, je me suis promis de ne pas mourir. J'avais sauvé la vie du sourcier de mes cauchemars souterrains. Il n'allait pas me les faire revivre. Je pensais cela bien sûr avec toute l'humilité du monde, je n'avais aucune idée de ce qui allait advenir de ma situation. Soudain, l'idée m'est venue, j'ai regretté mon geste héroïque, je venais de livrer ma femme entre les griffes d'un fauve. Les souvenirs de notre adolescence et ses angoisses me sont revenus. Une légère vague d'amertume. Je voulais retourner à mon corps, quitter la table d'opération, pétrir l'ego de Meryl et le voir souffrir en me remerciant de l'avoir sauvé, embrasser passionnément ma femme devant lui en la serrant contre moi et m'en aller avec elle. C'était enfantin, je sais. Meryl avait ce je ne sais quoi de sauvage qui l'impressionnait, qui la rendait joueuse et insouciante, mais c'est avec moi qu'elle se sent femme. Elle me l'a dit souvent et ne tirait aucun avantage à me mentir. De nature, Véronique était influençable, docile et serviable. Ce sont des qualités quand un général cherche un soldat, mais c'est une faille à surveiller dans le fort d'un couple quand on sait l'autre exposé à l'influence d'un rival. Alors, dans l'incertitude et l'attente, elle pleurait les larmes d'une épouse terrassée. Ma colère et ma crainte m'ont aidé à retenir les miennes. La question se posait sans réfléchir. Comment avait-elle pu savoir que j'étais hospitalisé, d'une manière aussi rapide ? Hector l'avait-il contacté ? Comment savait-il qu'elle était à Montréal ? Se parlait-il en secret depuis un certain temps ? Non, c'était sans doute une infirmière qui l'avait appelé. Mais cet homme était imprévisible, habile et déterminé. Peut-être avait-il changé depuis l'adolescence ? Non, un lionceau ne fait que devenir un lion. La prudence, peut-être même la méfiance, n'était donc exagérée. Hector lui faisait les yeux doux, j'en rageais. Il s'immisçait déjà dans son âme, il avait déjà tiré sur la mienne. En la prenant dans ses bras pour la consoler, il a posé la main sur sa tête blonde et l'a glissée jusqu'aux lombes. Après qu'il eut mis la tête sur l'épaule de ma belle, j'ai pu observer dans ses yeux soit la joie innocente de la revoir, soit l'espoir tordu de me la reprendre, ou les deux. Je faisais confiance à Véronique. Je me méfiais d'Hector. Mais peu à peu, comme une veuve docile et vulnérable, elle tomberait sous ses griffes. Cette pensée me causait beaucoup de chagrin, et j'ai senti toute ma faiblesse et la cloison de mon silence. Le passé est comme un chien qui nous met sa laisse au cou. À moins de savoir le dompter, c'est lui qui nous sort, qui nous promène, qui nous mord, qui nous malmène, qui nous flatte et qui jappe. Oh, cruauté portative! La salle d'attente s'est transformée en morgue. C'était comme si je sentais la présence de tous les gens qui étaient morts ici. D'étranges présences habitaient l'endroit. Étais-je vraiment un héros pour avoir sauvé la vie de cet homme ? Je l'avoue, devant cette scène pénible, j'ai remis en cause l'honnêteté derrière mon geste héroïque. L'aurais-je secouru si j'avais su que c'était Meryl ? J'ai affronté la réponse. Elle m'a glacé le sang. J'étais un lieutenant de l'armée canadienne. Une vie, c'est une vie. Je suis devenu soldat pour défendre mon pays, à savoir une vaste foule d'inconnus qui se titrent sous le même nom. Je n'étais ni patriotique ni antipatriotique.
J'étais né dans ce pays, c'était le mien et j'en défendais les étrangers comme les ruraux. Une vie pour des vies. C'était la seule façon pour moi de comprendre et de justifier mon sacrifice. Toutefois, rentré dans la sphère du personnel, tout semblait changer pour le pire, car celui qui tenait ma femme, n'était-il mon pays, lui aussi? Je l'ai défendu, mon devoir n'était-il pas accompli? Mais la vie m'esquissait un sourire vicieux, cruel, ironique, et peut-être même fatal. Je n'aurais pas sauvé Hector Merrill si j'avais su que c'était lui. Je m'en confesse. Je ne suis pas fier de ma fierté. J'ai même honte de ma honte. Quel imbécile m'en ferait le reproche, sans doute un imbécile stupide? On peut dire que je crachais sur la feuille d'érable et le lys. Je venais de traverser un mur. Mais je ne pouvais ni savais me faire entendre. J'étais devenu aussi muet qu'un songe, ou qu'un saule pleureur en titane. En m'approchant de Véronique, j'ai traversé une table recouverte de revues mondaines et de fleurs en plastique semi-poussiéreuses qui faisaient semblant d'être en vie. Soudain, une infirmière blonde et ronde, âgée d'environ 25 ans, 2 ans de moins que ma femme, s'est arrêtée devant elle. Je n'ai pas vu son visage, mais elle n'était pas religieuse. Véronique lui a dit « Merci Aurore de m'avoir appelé aussitôt qu'il a été admis. J'aurais été inquiète toute la nuit. Il en a pour combien de temps ?» J'avais donc eu raison de soupçonner l'appel d'une infirmière, je m'en félicitais. Toutefois, cette dernière question m'a pincé le cœur. C'était plus fort que moi. Combien de temps? Véronique, mais quelle question? Ma femme voulait qu'une infirmière s'improvisât prophète. Si les yeux céladons d'Hector se sont allumés comme des phares de sécurité, le regard de ma femme révélait une douloureuse mendicité, celle d'une femme en quête d'espoir. Mais il n'y avait aucune réponse à cette question bizarre, commune et inévitable. Je ne savais qu'en penser. La présence d'Hector m'embrumait l'esprit, m'angoissait et m'énervait à la fois. Je n'aurais pas dû quitter mon corps. Le retrouver là me tuait 2 fois. Les couloirs de l'hôpital étaient vides. Un homme qui gémissait au loin dans sa chambre brisait le silence de la nuit. Des odeurs d'excréments et d'eau de javel planaient dans l'air, et derrière moi, le faible son d'un tambour. M'ayant placé face à ma Véronique, j'ai cherché son regard bleu. Moi aussi, j'avais besoin de réconfort et de consolation, même si je n'osais jamais le montrer. Bien qu'elle ne me vît pas, elle ressentait ma présence. Je l'ai compris par le mouvement de ses yeux et le changement de son attitude. Elle m'a fait un sourire inquiet en fixant mon visage dans le vide. C'était peut-être une perception que je souhaitais conforme à la réalité. Puis Hector lui a dit de sa voix de baryton, après les blessures qu'il a reçues au crâne et au tronc, il faut espérer un prompt rétablissement. Mais son combat sera des plus difficiles. Je suis là pour toi, Véronique, si tu as besoin de moi. Cette phrase n'a rendu ma lutte que plus difficile et agressive. Cette phrase a été le point de clivage et de non-retour. Ce n'était pas une question qu'Hector lui posait, mais une insidieuse proposition qu'il implantait dans sa tête pour en savourer plus tard le prix. Je ne pouvais prédire mon temps d'hospitalisation, mais je pouvais deviner les intentions d'Hector. Il n'allait pas laisser passer l'opportunité de séduire Véronique à nouveau. C'était dans l'espoir de ma guérison que reposait l'avenir de notre union, et parfois, l'espoir ne tient qu'à un mot. Soudain, le bruit du tambour. Provenant de la chambre d'opération, un bruit troublant, comme une alarme ou un glas ou un battement de cœur, a augmenté de plus en plus au point que j'ai cherché naïvement pour voir si les autres l'entendaient aussi, et c'est là que j'ai vu les lèvres parfaites de ma femme prononcer les derniers mots d'espoir que j'allais entendre avant la nuit. « Achille, reste avec moi, je t'aime. » Elle avait ressenti ma présence, oui, c'est sûr. Elle m'avait parlé comme si j'avais été devant elle, Calvins. Puis, la salle d'attente s'est évaporée devant moi pour le céder à un tunnel sombre, mal éclairé par une lumière blanche, pure mais lointaine. Étrangement, elle s'est approchée de moi à une vitesse fulgurante, ou c'est moi qui me suis approché d'elle, n'importe. Je baignais dans une lumière vivante. D'où venait-elle ? Cette lumière n'était pas comme celle du soleil, ni comme celle des néons. Elle existait, elle pensait, et elle m'aimait. Je n'avais rien vu ni senti de pareil en 35 ans de vie. Du centre brûlant où semblait émaner toute vie, un être est apparu en silence. Il était trop lumineux pour que j'en fisse une image précise. Sans me dire mot, il m'a fait comprendre que je ne pouvais le suivre ni regarder son visage,
car les autres avaient encore besoin de moi et que je n'étais prêt à les quitter. La douceur et la bonté de sa présence étaient surhumaines, ou devrais-je dire qu'elle était parfaitement humaine, au point que, trop habitué à la froideur du monde, je les ai perçus comme tels. Je n'aurais jamais pu imaginer une scène, et encore moins sentir une chose pareille. Mais cet incident trop bref et trop bon a été interrompu par le bruit toujours plus fort, toujours plus près, toujours plus... moi. J'ai été aspiré dans mon corps, sans résistance. Mon cœur s'est remis à battre, et la nuit a commencé. Une longue, longue nuit. Je n'écris pas ma vie pour faire la morale. Ce récit n'est qu'un fruit trop mûr qui est resté trop longtemps caché dans un arbre secret que j'aurais aimé garder pour moi. Mais on se lasse de remâcher son passé. Mieux vaut le partager.